dictature, hein, du point de vue des droits de l'homme, du point de vue de la liberté d'expression, il n'y a aucune liberté n'est tolérée. Mais d'un point de vue économique et social, l'État-providence cubain est une vraie réussite. C'est-à-dire que c'est en termes d'IDH, c'est-à-dire d'indice de développement humain, c'est la société la plus développée du continent américain et la plus égalitariste du continent américain. Et la plus cultivée aussi, la plus instruite du continent américain, si on accepte évidemment les États-Unis et le Canada. Quoique, en termes de santé, Cuba est au-dessus des États-Unis, en termes d'accès aux soins. Donc on a une société un modèle castriste qui a bien marché. Et donc lorsque l'URSS s'effondre, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus du tout de ressources, mais l'embargo américain est maintenu et il est même renforcé à partir de 1992, puisque le Sénat des États-Unis va voter une loi qui va faire en sorte d'étouffer au maximum la société cubaine. Alors une première loi en 92, une deuxième loi en 96, parce que les Américains en fait ne supportent pas qu'après la chute de l'URSS, le seul pays communiste qui puisse rester soit à leur porte, enfin qui puisse rester hormis la Chine évidemment et le Vietnam, mais soit à leur porte. Donc ils vont tout faire pour l'étouffer et ça va pas marcher. Ça va pas marcher et en fait le niveau de vie va baisser à Cuba. De nouvelles maladies qui avaient disparu vont réapparaître, notamment maladie des yeux, parce qu'il y a toute une certaine du fait du manque de nourriture, des vitamines dont la population ne pourra plus avoir, ou la population ne pourra plus accéder à un certain nombre d'aliments. Et donc le niveau de vie va baisser, pour de bon. Alors évidemment, ça va être l'économie de la débrouille qui va se développer, même si elle existait déjà avant, là on le voit parfaitement. Mais cette économie de la débrouille, même chez des gens, c'est pour ça que là le film est très très juste, même chez des gens qui soutenaient le régime, qui se disaient marxistes, là on a un exemple de philosophe marxiste, vont eux aussi se mettre à se livrer à des trafics en tout genre pour pouvoir subsister. C'est la seule solution. Et le pouvoir, et on le voit très bien dans la personne de la directrice des services de sécurité, l'IA, voilà, qui en fait ferme les yeux sur un certain nombre de choses. On a le sous-fifre en quelque sorte qui veut absolument faire du zèle, qui est effectivement un personnage assez drôle, mais au niveau supérieur, on ferme les yeux parce que on cherche d'abord à éviter l'émigration. Et bon, cette émigration est inévitable en fait. La première grande vague d'émigration à Cuba, elle a eu lieu juste après la Révolution, en fait en 1959-1960 jusqu'en 62, où là c'était vraiment les anticastristes et les propriétaires qui sont partis. La deuxième grande vague, elle a lieu dans les années 90, au moment où, du fait de la fin des subsides soviétiques, un certain nombre de Cubains, c'est en fait des milliers de Cubains, qui vont devoir fuir vers les États-Unis. On le voit bien dans le film d'ailleurs, cette pression qui s'exerce sur la population quand même. Et vous parliez d'émigration. L'immigration existait quand même avant que l'URSS s'effondre. Vous avez parlé d'une première vague, mais on peut dire que chaque décennie avant, il y a quand même près de 100 000 personnes qui quittent. Et est-ce que le pouvoir le tolère? Parce que ce n'est pas tous des balseros, c'est-à-dire des gens qui prennent des radeaux et qui vont fuir comme en 94, je crois, non? Oui. Alors le pouvoir évidemment ne le tolère pas. C'est-à-dire qu'il y a une vraie politique qui vise à empêcher les gens de partir. Mais il se trouve que Cuba étant une île, il y a tout un système de réseau qui est organisé depuis la Révolution, en fait, depuis 1959, et des réseaux financés en partie par la CIA, avec les aides de la CIA, des anticastristes infiltrés dans la société cubaine et qui aident qui soutiennent les réseaux de migrants, qui aussi au passage tente par tous les moyens d'assassiner Fidel Castro. On sait que c'est l'homme qui a survécu à un record de tentatives d'assassinat, je crois plus de 360 tout au long de sa vie. Et c'est passé par tous les systèmes imaginables, dont le cigare piégé, où la co-girl, j'allais dire empoisonnée, mais la co-girl assassine.
Et il a toujours résisté. Mais on a, en fait, la CIA, elle est très présente. Alors, là, on la voit pas dans le film, hein, mais à travers les réseaux anticastristes qui sont entraînés au Guatemala, en fait, et au Pérou, on a tout un système d'infiltration qui vise à aider les migrations. Évidemment, le pouvoir cherche à empêcher ça. Alors, ça dépend de qui part aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi des opposants au pouvoir qu'on laisse en fait partir. Hein, qu'on laisse partir parce que bon débarras. Mais s'il y a une continuité dans le départ des Cubains depuis leur île, on a vraiment des vagues plus importantes, effectivement, 1994, les années 90 surtout. Alors ça s'est un peu tari par la suite, mais on a eu... oui, l'île s'est littéralement vidée. Peut-être on peut commencer par répondre à vos questions. Pas tous à la fois. Si, monsieur. Pardon, je ne le vois pas. Oui. Pour le film précédent, là, on a parlé de la censure en matière pour le cinéma en Iran. Et là, je voudrais vous poser la question relative à une éventuelle censure pour le cinéma à Cuba, parce que déjà dans son film précédent, ce réalisateur, dans Chala, une enfance cubaine, avait déjà montré des choses assez critiques par rapport à ce qui se passait à Cuba, donc il y a 3 ou 4 ans. Et là aussi, de nouveau, il récidive. Et est-ce que des films comme ça sont facilement acceptés par le pouvoir actuel, ou est-ce qu'il y a des difficultés pour les réaliser, pour les sortir? Est-ce qu'ils sortent à Cuba, enfin, etc. Alors oui, ils sortent à Cuba, mais attention, tout le processus est extrêmement contrôlé par le pouvoir castriste. C'est-à-dire que vous avez des commissions, je ne sais plus l'intitulé exact, mais comme dans tout bon régime socialiste. Hein, ou iranien, parce qu'on nous a dit la même chose. Ou iranien, mais on a des commissions en fait qui suivent le processus du début à la fin, hein, avec toute une série d'autorisations. Et les films, au moment où ils sortent, ne sont diffusés que dans une série de salles autorisées, qui en gros se situent dans les villes et principalement à la Havane, voilà, au niveau de la diffusion. Là où c'est plus intéressant aujourd'hui, où il y a un vrai effort d'ouverture, si vous l'avez peut-être vu au tout début, c'est dans les partenariats du film. Oui. Vous aurez peut-être noté, et ça c'est très intéressant, la présence de l'Espagne. Alors, il y a l'Espagne, il y a la Paramount aussi. Oui, oui, ça va. Il y a la Paramount. Alors, il y a tout un système d'accords qui a été passé. Alors, avec l'Espagne, ça s'est développé avant même que l'Espagne, au moment où l'Espagne est entrée dans la communauté européenne, où l'une des conditions qu'elle a posées au moment, enfin, c'est pas une condition, mais disons dans le programme que les Espagnols socialistes, hein, à l'époque en plus, ont présenté au moment où ils intégraient la communauté européenne, il y avait justement le soutien à Cuba, hein, à tous les niveaux, hein, et le rapprochement culturel avec Cuba de la part des Espagnols s'est fait à partir de là. Et d'ailleurs, on voit bien dans les partenariats que non seulement vous avez l'État espagnol qui soutient, mais vous avez aussi la Catalogne, hein, la région catalane. Là où en fait je me pose plus de questions parce que je n'ai pas la réponse, c'est sur la Paramount. Oui, ça m'a vraiment paru surprenant. J'étais le premier surpris. C'est peut-être... J'ai mis une hypothèse, hein, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être lié à l'ouverture un peu. C'est peut-être lié à l'ouverture, mais... Voilà. Je n'ai pas non plus d'informations précises. Et sinon, un autre point, là, vous pourrez peut-être me confirmer. Moi, je suis allé à Cuba en 1988, donc c'était 3 ans avant, donc c'était du temps de l'aide de tous les pays de l'Est d'ailleurs, parce que sur les plages, il y avait plein d'Allemands de l'Est, des Russes, etc., des Canadiens, mais pas de Américains. Et ce qui m'avait semblé, c'est que à l'époque, il y avait il y avait les vieux qui avaient connu l'époque de Batista, enfin donc avant, et qui eux trouvaient qu'ils étaient ce qu'ils connaissaient, c'était beaucoup mieux que ce qu'ils avaient connu avant. Et il y avait les jeunes qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de jeans, d'Amérique, de partir, enfin, etc. Déjà en 88. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce dont j'ai eu l'impression, quoi, disons? Oui, en 88. Le conflit générationnel, oui, tout à fait. Ben, pour la majeure partie des Cubains, je dis bien la majeure partie dans les années 80, y compris 90, le régime castriste a été
vécue comme une évolution positive. Il faut savoir qu'effectivement, le régime de Batista était pire à tous les niveaux que le régime de Castro. C'était un bordel ambulant au sens premier du terme. Hein. C'est-à-dire que c'était le bordel de l'Amérique, on l'appelait, avec les terres n'appartenaient pas aux Cubains, hein, ni la production n'appartenait pas non plus aux Cubains, et ils avaient l'impression d'être complètement dépendants en fait de l'économie américaine. En plus, Batista était lié avec la mafia. Hein, la French Connection, la mafia américaine, la mafia napolitaine, et tout ce système mafieux faisait que les Cubains n'avaient absolument pas accès à leur richesse. Et la révolution en 1959, elle a été majoritairement soutenue. Elle n'a pas été unanimement soutenue, mais majoritairement soutenue, parce qu'elle a permis d'apporter d'abord la répartition des terres. Il faut savoir que Fidel Castro, à la base, en 1959, c'est pas un communiste. Hein, il est simplement partisan de la réforme agraire. Hein, ce sont les Américains qui l'ont poussé dans les bras de Khrouchtchev. Hein, parce qu'il y a eu l'embargo à la base. Donc, Castro n'a pas eu le choix. S'il voulait que son économie soit viable, il a dû se rapprocher des Soviétiques. Et par ailleurs, en termes économiques et sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'apport de la Révolution a été majeur. C'est une des sociétés les plus égalitaires d'Amérique latine. Chaque village, le plus petit qu'il soit, a eu son école, a eu son hôpital, hein, et la qualité du niveau de vie n'avait absolument plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Il y a eu, effectivement, avec le temps qui passe, le régime a été remis en question, sachant en plus qu'avec la crise des années 90 et effectivement toute une jeunesse un peu désabusée qui ne croit plus vraiment au marxisme, qui en plus étant éduquée à les moyens intellectuels, les outils intellectuels de ne plus croire au marxisme, même s'il y a un certain nombre de figures qui restent intouchables à Cuba, hein, comme le Che par exemple. Hein. Mais effectivement aujourd'hui, disons que l'évolution à la fois du régime depuis les années 90 et le fait que les générations qui ont vécu la révolution aujourd'hui sont plus âgées, on a un certain désamour vis-à-vis du régime. Et effectivement, si ce régime veut survivre aujourd'hui, il a tout intérêt à se réformer. Hein. C'est ce qui est en train de se passer de manière très très lente actuellement. On voit dans le film que cette jeunesse est représentée par cette jeune étudiante qui va faire une sculpture surprenante. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? À vous de trouver la réponse. Une autre question? Oui. Il y en a deux. Au moment de l'effondrement du régime soviétique, est-ce que l'on n'aurait pas pu penser que la Chine reprenne le flambeau en aide à Cuba? Disons que ça aurait... Oui, il y a eu une aide chinoise. L'aide chinoise, elle existe à Cuba, tout comme elle existe dans d'autres régimes socialistes, régimes socialistes qui ont souffert de la disparition de l'URSS. L'Algérie, par exemple, qui n'était pas un régime socialiste, au même niveau que celui de Cuba, mais qui est un régime socialiste affirmé également. Les Chinois ont aussi été présents. Sauf que les Chinois, précisément, alors déjà en 90-91, ils ont leurs propres difficultés. La Chine, à ce moment-là, justement, connaît un certain creux. Et surtout, c'est le moment où les Américains ouvrent leur marché aux entreprises chinoises. Donc, ils savent très bien, les Chinois, que s'ils mettent trop le paquet sur Cuba, ils risquent de se couper du marché américain. Donc, ils préfèrent ne pas prendre de risques. On est après Deng Xiaoping. Donc, l'aide chinoise à Cuba, elle est très, très limitée. Elle est surtout alimentaire. En fait. Je suis allé récemment à Cuba. C'est d'aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait quand même, au point de vue automobile... Les voitures. Voilà. Les voitures pas mal chinoises. de voitures chinoises. Voilà. Beaucoup moins jolies que les vieilles américaines. Oui, c'est sûr. Moi, c'est pas une question, je vous remercie. Ce que j'ai aimé, moi, dans ce film, c'est la représentation, effectivement, du période spécial.
Et ça m'a rappelé un autre film, et je vais me permettre de le citer là. C'est le film de Camila Guzmán, qui est la fille du grand cinéaste Patricio Guzmán, qui à l'époque ont fui le Chili au moment du coup d'État de Pinochet et ont été accueillis à bras ouverts à Cuba, toute la famille Guzmán. Et bon, après, je crois que la mère est restée, le père est parti, la fille aussi. Et la fille qui vit en région parisienne, s'appelle Camila, a fait en 2004, je crois, un film sur Cuba qui s'intitulait Le rideau de sucre, El telón de azúcar. Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle disait, à un moment, elle interrogeait les gens, et les gens disaient, ben, il faut inventer de l'huile sans avoir d'huile, du savon sans avoir de savon. Il faut inventer tout le temps. Et ça a été dit à un moment, hay que inventar. Donc, ce qui était très intéressant dans le film de Camila Guzmán, c'est qu'elle disait, moi j'ai été à l'école dans la période faste que vous avez citée, et puis elle montrait la photo de son école, elle montrait la photo de classe, et puis le film se terminait sur la photo de classe, et tous les jeunes étaient partis pendant le période spécial. Donc ça va dans le sens de ce que vous disiez. Mais je voulais en parler parce que assez peu de gens connaissent ce film, et moi ça a été une révélation. Parce que c'était en plus, il y avait toujours cet humour cubain, cette débrouillardise, etc. Mais ça traduisait de l'intérieur cette crise terrible du période spécial. Voilà. Merci. Et pour compléter ma réponse de tout à l'heure, s'il y a un pays qui a essayé, qui a un peu pris le relais de l'URSS, c'est le Venezuela. C'est le Venezuela qui, dès les années 90, a pris le relais, notamment pour fournir le pétrole, même si Cuba produit du pétrole, il y a des raffineries, il y a des exploitations de pétrolières, mais oui. Alors les médecins sont devenus, c'est un peu comme ça. En fait, à partir des années 90, c'est devenu le premier produit d'exportation de Cuba. C'est son savoir-faire médical qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de 40 000 médecins cubains à travers la planète. Ils sont présents sur tous les fronts. On l'a vu pendant l'épidémie d'Ebola, où c'était les Cubains qui étaient vraiment en première loge. Et c'est aujourd'hui vraiment le principal outil à la fois de soft power de Cuba et en même temps de présence sur tout autour de la planète. Alors évidemment, il y a les médicaments aussi. Cuba s'est mise du coup dans les années 90 à produire ses propres médicaments. Ce qui lui a manqué, c'était les matières premières médicamenteuses. Mais petit à petit, justement, via le Venezuela, il y a des circuits qui se sont mis en place et qui leur permettent aujourd'hui d'exporter des médicaments dans d'autres pays du Sud, notamment en Afrique. Et puis, il y a toujours les exportations traditionnelles de tabac et de sucre. Oui. Alors, je ne connais pas la date, mais de toute façon, les problèmes énergétiques, avec tous ceux de matières premières, en fait, on parle du pétrole, mais le gros problème de Cuba, c'est d'abord les matières premières. On le voit dans le film, on le voit si on se balade à Cuba, c'est une des premières choses qui frappe aux yeux, c'est l'état des habitations. La Havane, contrairement à d'autres grandes métropoles d'Amérique latine, n'a pas bénéficié de grands programmes de rénovation. C'est un pays qui vit sur les acquis des années 50, d'abord et avant tout parce que c'est un pays qui n'a pas suffisamment de matières premières, de pierre, de bois, de ciment, pour pouvoir construire. Et ça, même l'URSS n'a pas pu fournir de telles quantités parce qu'il y a un gros travail de remise en forme à la Havane, de réaménagement qui doit être fait. Sauf que tant que les Américains ne fourniront pas suffisamment de matériaux, ça ne pourra pas se faire. Et il y avait un projet, excusez-moi, je reprends la parole, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un projet de construction de centrales nucléaires qui était commencé à côté de Cienfuegos et qui a été abandonné au moment où le mur est tombé parce que l'Union soviétique n'a pas pu envoyer d'argent pour continuer la construction de la centrale. Tout à fait. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est le rôle du radio amateur. C'est vrai que donc, dans cette période où effectivement tout s'était plus ou moins fliqué,
c'est intéressant de voir que le professeur, la seule façon qu'il a de contacter le monde, c'est un ancien copain de quand il était à Moscou, son ami Sergueï. Et c'est ensuite le professeur américain. L'américain, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, c'est un Peter. Enfin bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que pour certaines personnes de l'intelligentsia, le contact était si difficile qu'ils se réfugiaient dans ce type de communication, qui ensuite est enjolivé parce qu'on voit le russe qui va être sauvé par l'américain. C'est un peu prémonitoire avec la station spatiale internationale. Tout le monde va se... Voilà. Donc c'était intéressant, le rôle central du radio amateur. Bonne remarque. Non, mais après, on a en fait, c'est ce que le radio amateur, c'est quelque chose qui est très ancré culturellement dans la culture latino-américaine des années 50, justement. C'est très, et ce qui est assez marrant, c'est tout simplement que dans la mesure où toutes les communications sont coupées à partir des années 60, c'est comme les voitures, en fait, on conserve les acquis, tout simplement, des années 50, mais des acquis, évidemment, qui ne sont tolérés que pour, comme vous avez dit, une certaine intelligentsia. C'est-à-dire qu'il faut avoir une autorisation. On est contrôlé par les services spéciaux, les services de sécurité. Là, on a quelqu'un qui a fait partie, qui a à la base un bon marxiste, formé à Moscou dans le cadre de la politique de coopération soviétique. Donc, à la base, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, lui a l'autorisation de continuer de pratiquer ce mode de contact avec le reste du monde. Bonsoir. Vous avez parlé de radio amateur. Je suis radio amateur. Et c'est toujours d'actualité de contacter la station spatiale ISS actuellement. J'ai contacté la station spatiale ISS à travers un système de réception d'images qui s'appelle le Slow Scan. Et donc, on reçoit, notamment chez moi, à mon domicile, donc des images de l'ISS. Et puis, il y a encore d'autres radioamateurs qui ont fait des contacts directs avec la station spatiale ISS en phonie. Voilà, alors bon, ben c'est toujours d'actualité. J'habite à Gréasque. Alors, c'est assez rigolo parce que mon toit, on dirait le dos d'un porc épic. Un peu d'humour. J'ai été ravi de vous écouter, de voir ce film magnifique qui relate un petit peu le passé quand même, quoi. Hein. Cette guerre froide, etc. et tout. Mais je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques. C'est le côté radio-amateur et justement ce qui permet de contacter le monde entier et de nous aider entre les uns et les autres. On peut dire que j'ai des amis dans le monde entier. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Oui. C'est bon. Oui, je voulais juste préciser que Mathieu est le secrétaire général des radioamateurs de tout le département des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc on peut le féliciter et le remercier d'être venu ce soir. Voilà. Dans ces radioamateurs, dans le film, moi je pense que c'est montré aussi, c'est la volonté de un peu changer le monde. Les choses s'écroulent, pourquoi pas aller vers un autre monde. Un monde, peut-être pas un monde marxiste comme rêvait le philosophe, mais un monde... D'ailleurs, à un moment donné, le cosmonaute dit « Regardez la Terre, elle est belle, etc. » Et il emploie des mots pour montrer que qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cette Terre. Parce que ce film, il a été fait il y a 2 ans, je crois. Et c'est un récit, puisque c'est la petite fille qui parle et qui, en quelque sorte, ressuscite les espoirs qui ont pu naître de cette période. Voilà. Après l'effondrement de l'URSS. Ce n'est pas un jugement politique, puisque ce n'est pas appuyé, mais c'est une espérance. Et c'est peut-être aussi un message pour le futur.
juste sur les radios amateurs et sur la radio d'un point de vue plus large. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que à partir des années 72-73, il y a un véritable bras de fer qui commence entre les soviétiques et les Américains et les Occidentaux, y compris la France d'ailleurs, sur la question de l'usage des radios et du brouillage radio. C'est-à-dire que les soviétiques en font, eux, une véritable obsession. C'est pour ça que même depuis Cuba, il est très difficile de contacter l'Union soviétique directement dans les années 70-80, parce que les soviétiques considèrent que c'est vraiment de là que viendra le mal. Et au moment de la détente, s'il y a bien un sujet qui crée parfois des disputes, dans les archives on les retrouve de manière assez claire, entre dirigeants américains et soviétiques, où c'est très fort, c'est la question du brouillage radio. Les soviétiques disent ça, on ne veut rien savoir, on ne fera aucun effort là-dessus, on brouille toutes les ondes. Et il faut attendre en fait 1989 pour qu'il y ait le premier accord qui est signé à Vienne, durant lequel les soviétiques s'engagent à mettre fin au brouillage radio. Et en fait, les premiers contacts de l'extérieur radio officiels du coup vers la Russie, enfin vers l'URSS, datent de 1989. Donc du coup, il y a aussi un renouveau de la radio dans ce pays à ce moment-là. Parce que, bon, après, vous allez me dire, vu que c'est la chute de l'URSS, ça va plus servir à... Quoique, si, ça va être utile. Mais bon, après, oui, aujourd'hui, c'est une autre histoire. Parce que là, je vous parle d'archives. Il y a énormément de choses qui ont été faites justement dans les années 90 sur les relations entre Cuba et l'URSS, parce qu'on a eu accès aux archives soviétiques et notamment à tout ce qui concerne les livraisons de matériel à Cuba, les rapports politiques avec Cuba. Et aujourd'hui, on n'y a plus du tout accès à ces documents parce que Poutine a tout fermé. C'est-à-dire qu'il y a eu une période dorée dans les années 90 jusqu'à 2004 à peu près, où les archives de l'URSS étaient complètement ouvertes. Aujourd'hui, elles sont complètement fermées. C'est terminé. On ne peut plus écrire l'histoire de la Russie soviétique et l'histoire de la Russie d'ailleurs au XXe siècle en passant par Moscou. Il faut trouver des biais. Alors ces biais, c'est quoi ? C'est d'aller se réfugier dans les documents qui se trouvent dans les anciennes républiques soviétiques, notamment en Ukraine. Sauf qu'en Ukraine, depuis 2-3 ans, justement, là aussi, ça devient compliqué. Alors, il y a aussi des archives à côté Cuba qui permettent en partie de retranscrire cette histoire. Alors, évidemment, ces archives, elles sont triées sur le volet, mais il y a un certain nombre d'historiens aujourd'hui qui a été autorisé depuis 10 ans à peine, c'est-à-dire depuis que Fidel Castro a quitté le pouvoir, à accéder aux archives du pouvoir castriste. Alors, évidemment, c'est des montagnes de papiers officiels. En plus, tous les discours de Fidel Castro, vous savez que Fidel Castro avait tendance à parler pendant 7 ou 8 heures, et tout est retranscrit. Donc, pour trouver un papier intéressant, il faut passer des heures à trier parmi les discours. Mais aujourd'hui, malgré tout, et ça, c'est quand même un point positif pour l'histoire, en tant que discipline, on a une certaine ouverture à Cuba. Cuba est plus ouvert, d'ailleurs, que la Russie désormais, en matière d'accès aux archives. Et comme on dit souvent en histoire, l'accès aux archives, en général, c'est le signe, pas forcément de la démocratie, évidemment, on en est loin à Cuba, mais au moins d'une ouverture, alors que la Russie connaît le processus complètement inverse. Bien. Ah, encore une question, juste une petite, s'il te plaît. C'est une signification que le cinéaste a voulu donner, c'est-à-dire qu'il survole la situation, enfin, il survole complètement la situation. J'avoue que j'ai pas totalement la réponse. C'est chacun. Peut-être. Je pense qu'il est à côté de la plaque. Désormais, il plane, voilà. Il plane, et puis c'est le plus zélé, donc le régime s'ouvre un peu, donc on n'a plus besoin de ce genre de personnages. Alors, ils vont en avoir besoin quand même, justement. Dans les années 90, les services de sécurité vont être renforcés parce qu'il y a beaucoup de monde qui part, parce qu'il y a la pression des États-Unis qui se fait croissante. Donc en fait, par la suite, à partir de 92, on va avoir un retour en arrière à Cuba, où vraiment la société va devoir être remise au pli, en quelque sorte. Même si on va tolérer, en revanche, on va tolérer le marché, pas le marché noir, mais la distillation d'alcool clandestin interdite, mais disons qu'on ferme les yeux sur certaines pratiques, parce qu'on voit bien que
avec la fin de l'aide soviétique, les gens doivent se nourrir, comme ils peuvent. Dernière question. C'est encore pas une question. Sur la santé, vous avez parlé de la santé. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin français d'Aix d'ailleurs, qui est en contact étroit, un spécialiste avec des médecins de Cuba. Il y va souvent pour des colloques. Et ce qu'il nous a expliqué, qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est que la médecine cubaine est effectivement très avancée, ça on le sait, mais en particulier, ils sont très spécialisés comme urgentistes et combattre les épidémies. Et de ce fait, il y a 14 vaccins obligatoires pour toute la population de Cuba. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Bien, je vous remercie, mais avant de vous laisser quitter la belle salle Émilien-Ventre, je vais laisser la parole à notre directrice pour conclure le festival qui arrive en pleine forme. J'ai loupé la dernière, mince. Alors, pas seul cette fois-ci. Merci, monsieur Nicolas Badassi, merci. Oui, alors ne croyez pas, c'est pas un guet-apens. Merci beaucoup, beaucoup. Et toute l'équipe va juste venir avec moi parce que c'est la dernière. Donc, j'aime bien qu'ils soient à mes côtés. Alors, ils y sont pas tous. Allez, voilà. Juste pour dire un dernier mot de fin, parce que quelques remerciements. Donc, venez autour, sous la lumière. Alors, on est encore plus nombreux que ça depuis le début, mais là, c'est tous ceux qui sont restés jusqu'à cette dernière séance. Voilà, on peut les applaudir. Alors, je veux applaudir aussi toute l'équipe technique de la salle Émilien-Ventre. Voilà. Le cinéma Bonne Nouvelle, Ciné Bonne Nouvelle, le projectionniste avec qui on était partenaire, qui est tous les vendredis à la salle. Il y a le cinéma avec qui on était partenaire cette année. Franck Magnuset, notre projectionniste de toujours. Sébastien Iso, notre super régisseur. Un grand merci. Voilà, un grand merci aussi à tous nos institutionnels qui nous soutiennent, la métropole, le département et bien sûr la ville de Roussé. Je les remercie parce que sans cette volonté culturelle, on ne serait pas là. Et puis tous nos partenaires privés, parce que c'est important aussi, tous nos petits ou plus grands partenaires privés qui ont été très, très mobilisés cette année. On a été très touchés. Et puis, je voudrais dire un grand merci à l'association Archimage. On leur doit cette belle exposition qui nous a accompagnés tout au long du festival à Roussé. Aux photographes, alors il y en a certains qui sont là aussi parce qu'ils sont aussi présents en tant que photographes du festival. Vraiment, merci Alain, merci tout le monde. Et l'exposition se prolonge à la médiathèque de Roussé. Alors merci à toute l'équipe aussi de la médiathèque de Roussé. Il y avait une projection aussi chez vous pendant le festival. Merci Benoît, merci à toute l'équipe. Et il y a un vernissage, dis-moi la date. Vendredi 22 mars, à la médiathèque de Roussé, à partir de 17h30, vous êtes tous conviés pour un petit buffet dînatoire, on va dire, et vous pourrez voir en extenso l'exposition que vous avez peut-être pas bien vue si vous n'étiez pas à toutes les séances. Je pense que ça sera intéressant de voir cette exposition consacrée à la photo de rue, je précise bien photo de rue, ou alors street photographie, voilà. Merci. Ouais, excuse-moi, là je prends un peu la parole, parce que c'est quand même important, c'est les réalisateurs, les réalisatrices. Donc on avait 9 réalisatrices cette année, donc ces femmes, ces beaux portraits aussi de femmes, ces héros, et puis bon là c'est les miens d'héros et d'héroïnes. C'est toutes, voilà, vous tous, parce que c'est un cadeau chaque année, tout ce temps. Tous les membres de la commission aussi, qui ont choisi ces films, c'est un gros travail en amont. Vincent, voilà, qui va chercher toutes ces pépites et qui est à mes côtés toute l'année au quotidien. Stéphane, voilà, pour toutes les actions pédagogiques d'éducation à l'image, voilà, qui a fait des projets magnifiques cette année et ça va continuer, c'est super. Hugo aussi, on l'a toute l'année jusqu'au mois de juin et la bande-annonce, c'était lui. Voilà, l'affiche, c'est Vincent, mais il fait tout. Et je voulais aussi remercier les invités et les intervenants. Alors, ils sont tous repartis, plus ou moins. Vous êtes notre dernier invité. Merci beaucoup parce que c'est aussi du temps qui est gracieusement donné pour le festival, pour accompagner les films. Nous, c'est aussi notre nourriture, ces moments-là. On a choisi des films et ils sont éclairés par des gens passionnants.
tous les réalisateurs, réalisatrices qui sont venus aussi partager leurs films avec vous. Et ce n'est pas de la promotion, donc ils viennent chaque fois très, très généreusement. Et c'est des belles rencontres. Et puis, vous, le public, parce que vous êtes fidèles depuis des années. Vous avez été un gros soutien aussi cette année pour nous. Il y a des beaux moments, c'est des moments aussi de rencontres humaines, je crois, ce festival. Donc, merci pour toute cette chaleur et vive le cinéma, vive la culture. On parlait de censure, alors nous, on a beaucoup de chance, mais il faut toujours être vigilant. On n'en parle pas assez de culture, je trouve, quand même, et tout le monde le dit. Donc, c'est au cœur de beaucoup de choses. Alors, vive le cinéma, vive la culture, soyons curieux. Merci.